Bon, bien, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer la solution de l'exercice 4.2.9, donc un exercice là, qui est tiré de la section 4.2 du manuel de physique et sexy, le tome A, mécanique. Donc, l'exercice 4.2.9. Donc, ça se lit comme suit. C'est une poutre là, qui est retenue par une charnière, là, prise 2, parce qu'il y avait un autre exercice qui ressemblait un petit peu à celui-ci. Voilà, on le dit, l'extrémité gauche d'une poutre de masse M et de longueur L est fixée à un mur par une charnière. Donc, on voit le schéma ici. La poutre est inclinée à 20 degrés par rapport à l'horizontale, donc c'est ce qu'on voit ici. On a notre poutre là, qui est inclinée comme ça, donc elle n'est pas parfaitement horizontale, elle est un petit peu inclinée. Elle est soutenue à son extrémité droite par une corde faisant un angle de 30 degrés avec l'horizontale, comme on voit bien ici. Donc ça, c'est notre situation générale. Donc on ne connaît pas grand-chose. Hein. Finalement, ce qu'on sait, c'est que bon, la tige, elle a nécessairement une certaine masse. C'est une tige qui est en bois ou en métal, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle a une certaine masse qu'on ne connaît pas. Puis, elle a une longueur qu'on ne connaît pas non plus. Okay. Puis vous allez voir, là, sa masse et sa longueur, on ne la connaîtra jamais. Ça ne fait pas partie des questions qu'on nous demande de calculer. C'est juste des informations qu'on connaît pas, puis qu'on connaîtra jamais non plus. Okay. Sinon, on connaît on connaît les deux angles là, qui sont là, c'est tout ce qu'on connaît. Les questions qu'on nous demande, il y a la question A et la question B. La question A, ça va être de déterminer le module de la tension qu'il y a dans la corde inclinée. Donc, le module de la tension qu'il va y avoir dans cette corde-là. Donc, le nombre de newtons, on va être capable de le déterminer. Et numéro B, l'orientation de la force exercée par la charnière sur la poutre. Donc, la charnière va exercer une certaine force. On veut savoir dans quelle direction là, ça va pointer. C'est ce qu'on va être capable de calculer. J'ai appelé ça θ c, l'angle de la charnière, l'angle de la force exercée par la charnière. Donc, on n'a plus vraiment besoin du texte. On a déjà extrait nos informations. Donc, j'ai fait un schéma juste un petit peu plus gros pour faciliter là, la visualisation. Donc, notre poutre avec nos deux angles qui sont ici. On y va avec ça. Donc, ce qu'on sait, c'est que, bien évidemment, on est dans la section 4.2, donc on étudie ce qu'on appelle l'équilibre statique, donc l'exemple d'objet qui ne bouge pas, qui est immobile. Et comme on a vu dans la section théorique là, le cours théorique de la section 4.2, quand on dit qu'un objet est en équilibre statique, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, premièrement, qu'il n'y a aucune translation. Donc, il se déplace ni vers la gauche, ni vers la droite, ni vers le haut, ni vers le bas. Et aussi, il ne tourne pas sur lui-même, autour d'aucun axe. Donc, ça implique trois équations. Donc, quand on vous dit qu'un objet, là, comme la poutre ici, là, est vraiment immobile, là, elle bouge pas, elle tourne pas, ça veut dire trois choses. Ça implique trois choses. Premièrement, ça implique que la somme des forces en X est égale à 0. Ça implique que la somme des forces en Y est égale à 0. Et ça implique également que la somme des moments de force est égale à 0. Okay. Si on faisait juste dire là, que somme des forces en X égale à 0 et somme des forces en Y égale à 0, ça implique ce qu'on appelle l'équilibre de translation. Ça voudrait dire que la tige ne fait pas de translation, mais à la limite, elle pourrait ne faire aucune translation, mais tourner sur elle-même. Mais là, c'est pas le cas parce qu'on spécifie en plus que la somme des moments de force égale à 0. Donc, ces trois équations-là sont respectées en même temps. Là. Ça veut vraiment dire que la tige est en équilibre statique. Donc, elle bouge pas, elle tourne pas, elle est vraiment immobile, immobile, immobile. Fait que ce qu'on va devoir faire, dans le fond, là, comme dans pas mal tous les exercices là, de la section 4.2, c'est d'écrire tout simplement ces trois équations-là. Et en écrivant les trois équations, on va avoir un système de trois équations qui pourrait contenir jusqu'à trois inconnus. Mais généralement, c'est qu'en écrivant ces équations-là, on va être capable de trouver les variables là, qui nous sont demandées. Donc, commençons premièrement par écrire évidemment les forces qui s'appliquent là, sur notre poutre, sur notre tige. Fait qu'il faut réfléchir un petit peu quelle force va s'exercer sur notre poutre. Il va en avoir quelques-unes. Premièrement, c'est que la poutre a une certaine masse. Hein, même si on ne connaît pas la masse, c'est une masse qui est inconnue, mais elle a une certaine masse, donc elle a évidemment un certain poids, une certaine force de gravité là, qui va agir vers le bas. Je rappelle qu'on place toujours le poids des objets au centre, donc à peu près ici. Donc on a qu'on appelle le point d'application de la force, donc une force qui est dirigée verticalement vers le bas, qui est la force de gravité, qui va être égale à mg. Ensuite de ça, bien évidemment, on a la force de tension. On a une corde qui est attachée ici après notre corde, donc un vecteur tension qui va pointer parallèlement à la corde. Donc la corde va tirer sur l'objet. Et ce qu'on a d'un peu particulier dans ce problème-là, c'est qu'on a une charnière. Et comme on avait vu dans la théorie là, de la section 4.2, ce qui est un peu bizarre, ou en tout cas d'un peu particulier pour une charnière, c'est qu'on ne peut pas savoir d'avance dans quel sens est-ce que la force exercée par la charnière va pointer. C'est ça la particularité d'une charnière, c'est qu'elle peut faire des forces là,
dans n'importe quelle direction, horizontalement, verticalement, dans n'importe quel des 4 cadrans là, de notre plan cartésien. Et comme on peut pas vraiment savoir d'avance dans quel sens elle va pointer, ce qu'on fait pour contourner un peu le problème, là, ou en tout cas pour arriver à résoudre tout de même le problème, c'est que on décompose la force de la charnière en deux forces qu'on appelle CH et CV. Donc CH, ça signifie la composante horizontale de sa composante, la composante horizontale de la force exercée par la charnière, et CV, c'est la composante verticale. Okay? À ce stade-ci du problème, on ne sait même pas dans quel sens elles vont pointer ces deux composantes-là. Donc on pourrait bien, le CH, je l'ai mis vers la droite, j'aurais pu le mettre vers la gauche aussi. Même chose pour le CV, j'aurais pu le mettre vers le haut, j'aurais pu le mettre vers le bas. De toute façon, on ne sait pas. Si ça donne que par chance ou par hasard, on les a placés dès le départ dans les bonnes directions, quand on va faire nos calculs, on va obtenir des valeurs positives pour ces valeurs-là. Si ça donne qu'on les a placés dans la mauvaise direction, on va trouver des valeurs négatives. Là, on va comprendre que ils vont être pointés dans l'autre direction. Donc, généralement, quand on ne sait pas trop quoi faire, là, comme c'est le cas ici, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je les place toujours là, vers la droite, puis vers le haut, là, dans le même sens que les axes X, Y. Okay? Mais on pourrait les mettre dans d'autres directions aussi. Okay. Fait que moi, je vais les placer comme ça pour faire cette résolution-là. Et après ça, ben, il n'y a pas d'autres forces. Hein, il y a vraiment juste ces 4 forces-là. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est d'écrire tout simplement ces 3 équations-là. Faire attention pour ne pas se tromper. Puis vous allez voir que la résolution va juste découler tout seul. Là, ça va bien aller. Première équation, somme des forces en X égale à 0. Évidemment, pour écrire cette équation-là, ça nous prend un système d'axes X, Y. Probablement que dans votre tête, vous y aviez pensé qu'on va mettre l'axe X vers la droite, Y vers le haut. Je vais le mentionner pour être bien certain. Fait que si on regarde là, toutes les composantes en X qu'on a dans notre schéma, on va avoir évidemment la composante CH qui va être positive. MG, elle n'a pas de composante en X. La tension, elle va avoir une certaine composante en X, hein, parce qu'elle pointe en diagonale, là, en haut vers la gauche, dans le deuxième cadran du plan cartésien. Donc, comment on va faire pour la décomposer, cette force-là, composante X, composante Y? Ben, il faudrait connaître, par exemple, l'angle qui va être formé entre notre tension et notre horizontale. Comment on peut faire pour déterminer ça? Ben, ici, on est chanceux parce qu'on connaît cet angle-là ici, qui est de 30 degrés. Donc, l'angle qui est formé entre la corde et la ligne horizontale qui est là, c'est 30 degrés. Donc, on peut, dans notre tête, là, venir se tracer une ligne horizontale ici. Et ce qui va arriver, c'est que cet angle-là de 30 degrés et cet angle-là ici, ça va être deux angles alternes internes, hein, deux lignes horizontales, deux lignes parallèles là, qui sont coupées par une séquence, angle alterne interne. Donc l'angle ici, on sait que ça va être 30 degrés. Donc cette tension-là, quand on va la décomposer, elle aura une composante là, horizontale qui va être T cos 30, qui va pointer vers la gauche, donc qui va être négative, et une composante T fois sin 30 qui va pointer vers le haut. Donc avec ça on va être correct là, pour écrire nos équations. Somme des forces en X égale à 0 et aussi somme des forces en Y égale à 0. Donc pour la somme des forces en X, on a donc deux forces, le CH qui est positif et la composante là ici qui est T fois cos de 30 mais qui va être négative parce qu'elle pointe vers la gauche, donc dans le sens contraire de notre axe X. Donc ça va donner ça comme équation. Et ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on pourrait, par exemple, la réécrire, on pourrait isoler CH. Donc, on pourrait juste changer ce terme-là de côté. Et on pourrait dire que CH est égal à T fois cos de 30. Si on écrit juste cette équation-là, ça ne nous permet pas de résoudre grand-chose parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi la tension. Mais on sait déjà que, bon, quand on aura notre tension, là, on pourra venir dans cette équation-là, remplacer notre tension par une valeur qu'on va peut-être trouver plus tard. Et on va être capable de calculer la valeur de CH en fonction de notre tension. On ne peut pas vraiment aller plus loin que ça pour l'instant parce qu'on ne connaît pas la tension. Donc on peut écrire maintenant notre deuxième équation. Somme des forces en Y égale à 0. On regarde notre schéma, on réfléchit, qu'est-ce qu'on a en Y? On a CV qui va être positif. On a aussi la composante là, en Y de notre tension, T fois le sin de 30 qui va être positif là, parce qu'il pointe vers le haut. Et notre MG, lui, va être négatif parce qu'il pointe vers le bas. Donc trois termes dans notre équation. CV plus T sin de 30 moins MG est égal à 0. On peut réécrire cette équation-là en isolant par exemple CV. Ça va nous donner que CV est égal à mg moins t sin de 30. Encore une fois, juste avec ça, on ne peut pas vraiment aller plus loin. On est un petit peu bloqué parce qu'on ne connaît pas encore la valeur de la tension, mais c'est ce qu'on a obtenu là, en écrivant notre équation somme des forces en Y égale à 0. Donc on a trouvé deux équations pour l'instant, on est un petit peu bloqué, mais c'est pas grave. C'est important de décrire cette équation-là. On va s'en servir plus tard là, quand on va débloquer, quand on va trouver
notre force de tension. Donc, ce qui nous amène à la partie peut-être la plus compliquée là, du problème, qui est d'écrire l'équation la somme des moments de force égale à 0. Donc, on a 4 forces différentes qui agissent sur notre tige. Donc, on pourrait avoir en principe jusqu'à 4 moments de force différents à calculer. On n'en aura pas vraiment 4 à calculer. Okay, vous allez voir pourquoi. C'est parce que quand on veut calculer des moments de force, là, si on se rappelle de l'équation qu'on a vue dans la section 4.2, les moments de force, en fait, un moment de force est égal à plus ou moins R fois la composante perpendiculaire de la force, qu'on peut aussi écrire là, comme plus ou moins R fois F fois le signe de l'angle phi, l'angle qui est formé là, entre notre vecteur force et la ligne là, qui rejoint l'axe de rotation et notre point d'application de la force. Mais bref, c'est que si vous voulez calculer des moments de force, là, pour être capable de déterminer c'est quoi le signe de votre moment de force, est-il positif, est-il négatif, pour être capable de déterminer le R là, qui est la distance entre l'axe de rotation et votre point d'application de la force, et pour trouver l'angle aussi. Tout ça, là, pour être capable de faire ça, ça vous prend évidemment un axe de rotation. Si vous ne savez pas il est où votre axe de rotation sur votre schéma, vous ne pourrez pas calculer le signe, vous ne pourrez pas savoir c'est quoi le signe, vous ne pourrez pas regarder c'est quoi la distance qu'il y a entre l'axe de rotation et le point d'application de votre force non plus. Donc avant de commencer à calculer des moments de force, une chose qui est bien importante à faire, c'est de décider où est-ce que vous allez placer votre axe de rotation. Une fois que vous allez avoir placé votre axe de rotation, là, vous allez vous fier à cet axe de rotation-là pour aller calculer vos moments de force. Okay? Comme j'avais déjà expliqué dans la vidéo là, de la section 4.2, il y a des endroits souvent qui sont plus stratégiques que d'autres pour aller placer votre axe de rotation. Et généralement, bon, dans un problème comme ça, c'est un peu une espèce de no-brainer, excusez l'anglicisme, mais ce qui arrive, c'est que à ce point-là, qui est la charnière, premièrement, vous avez deux forces, puis en plus, les deux forces qui sont là, c'est deux inconnus. Okay? Fait que c'est sûr que pour résoudre ce problème-là, vraiment le plus simple, le plus facile, c'est d'aller placer notre axe de rotation directement sur la charnière. Okay? Pourquoi? Bien parce que en faisant ça, ce qui va arriver, c'est que les deux forces ici, là, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, CH et CV, on n'aura pas vraiment besoin de leur calculer un moment de force parce que CH et CV, comme elles s'appliquent chacune directement sur l'axe de rotation, elles vont avoir une distance R ici qui serait égale à 0. Donc, ces ont une distance R qui est égale à 0, elles vont créer des moments de force qui sont égales à 0 également. Donc, ça veut dire que CH et CV ne vont pas contribuer à faire tourner notre tige ni dans un sens ni dans l'autre sens parce qu'elle s'applique directement sur l'axe de rotation. Okay? Donc, c'est vraiment l'endroit le plus stratégique là, pour résoudre ce problème-là. Donc, supposons qu'on place notre axe de rotation ici. En faisant ça, ça simplifie grandement le problème parce que sur les 4 forces qu'on avait, il y en a seulement 2 qui vont exercer des moments de force. Donc, on aura seulement 2 moments de force à calculer au lieu de 4 moments de force. Donc, évidemment, ça va simplifier beaucoup nos calculs. Puis, juste avant de se lancer dans le calcul de ces moments de force-là, pour donner un signe correct à nos moments de force, ça nous prend une certaine convention de signe qu'on va devoir décider. Si on ne sait pas trop quoi faire, on peut juste utiliser la convention de signe standard, qui est la convention de l'enroulement trigonométrique. Donc, on peut supposer comme ça que quand vous avez une force qui aurait tendance à faire tourner votre objet dans le sens anti-horaire, ça va correspondre à un moment de force qui est positif. Et si c'est le contraire, un moment de force négatif. Okay. Donc avec ça, on a tous les outils. On a notre axe de rotation qui est fixé, on a on a défini notre signe d'enroulement. Donc, on est prêt à écrire nos moments de force. Comme je disais, en ayant placé l'axe de rotation ici, on aura seulement 2 moments de force à calculer. Donc, il va y avoir le moment de force qui va être créé par le poids de l'objet, qu'on peut appeler taux, indice P. Et il va y avoir le moment de force qui est créé par la force de tension, que j'ai écrit le taux T. Okay, donc, 2 moments de force à calculer au lieu de 4. Donc, c'est quand même bien. Donc, allons-y avec le premier, le moment de force créé par le poids. Donc, on a plusieurs questions à se poser. Hein. C'est quoi le bon signe? C'est quoi la bonne distance R? C'est quoi la bonne force F? Et c'est quoi le bon angle? Toutes des questions auxquelles il faut être capable de répondre. S'il y a une seule de ces 4 questions-là que vous n'êtes pas capable de répondre correctement, vous n'aurez pas le bon moment de force. Vous allez faire des erreurs là, dans votre résolution. Donc, si on regarde là, la force de gravité ici, notre axe de rotation est là. Notre force de gravité, elle est ici. Donc, on comprend que la force de gravité, comme elle force vers le bas, elle aurait tendance là, à faire tourner la tige dans le sens horaire
autour de l'axe de rotation, donc dans le sens contraire de ce qu'on a défini comme étant le sens de rotation positif. Donc la force de gravité va faire un moment de force négatif selon notre système d'axe qu'on s'est défini. Donc on sait que c'est un moment de force qui va être négatif. Prochaine question, la distance R. C'est quoi la distance qu'il y a entre notre axe de rotation et le point d'application de la force? Donc, cette distance-là ici, on ne sait pas exactement c'est combien en mètres, mais on sait par contre que comme notre force de gravité s'applique exactement au centre de notre tige, puis que la tige mesure une longueur L, même si c'est un chiffre inconnu, mais c'est une certaine longueur L en mètres. Donc, la distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force, ça va être la moitié de la longueur totale de la tige. Donc, on va appeler ça L sur 2, algébriquement. C'est comme ça qu'on peut l'écrire. F, c'est le module de la force. Fait qu'il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Là, le F, c'est toujours le module de la force. Donc, un module, c'est toujours positif. Peu importe dans quel sens pointe votre force, c'est seulement là, le module ou la longueur de notre flèche qu'on a là. Donc, la force de gravité, son module, c'est mg. Okay. Et il nous manque à multiplier ça par le sin de l'angle phi. Quand on fait en fait le f fois sin de phi, c'est que ça nous donne juste la composante qui est perpendiculaire. Donc ici, là, si notre tige à pointe comme ça, f fois sin de phi, ça correspondrait juste à la composante de la force qui est perpendiculaire, là, qui est à 90 degrés de notre tige comme ça. Donc l'angle phi, c'est l'angle qu'il y a entre notre vecteur force et la ligne qui rejoint l'axe de rotation et le point d'application de notre force. Donc la ligne qui est ici, et notre vecteur force qui pointe vers le bas. Donc, c'est cet angle-là qu'on cherche à déterminer. Dans ce cas-là, c'est assez facile à trouver parce que la composante CH, comme ça, c'est une ligne qui est horizontale. Et le vecteur MG, c'est une ligne qui est verticale. Donc, une ligne horizontale qui va rencontrer une ligne verticale, c'est sûr que ça va être à 90 degrés ici. Donc, ça nous dessine là, un triangle rectangle. Et ici, cet angle-là, c'est 20 degrés. Celui-là, évidemment, c'est 90 degrés. Donc, cet angle-là va être nécessairement 70 degrés. Okay. Donc ça, c'est notre angle phi, l'angle qu'on a entre notre ligne ici et notre vecteur mg, là, c'est 70 degrés. Donc c'est sin de 70 degrés qu'on doit écrire là, dans notre équation ici. Voilà. Okay. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Le moment de force qui est fait par la tension. Donc la tension, elle force dans cette direction-là. Notre axe de rotation est ici. Donc on comprend que la tension, en tirant comme ça, là, la tension elle a tendance à faire tourner la tige dans le sens anti-horaire, donc dans le même sens qu'on a défini comme étant positif. Donc le moment de force qui est fait par la tension, c'est sûr qu'il va être positif. Okay. La distance R, c'est la distance entre l'axe de rotation et le point d'application de notre force de tension. Donc ça correspond à la longueur totale de notre tige. Donc on va appeler ça L. Là, il faut multiplier ça par le module de la force. Donc la force de tension, elle a un module qui est égal à T. Et là, il faut trouver l'angle qu'il y a entre cette ligne-là, donc entre la ligne là, qui va de l'axe de rotation jusqu'au point d'application de la force et le vecteur force. Donc, il faudrait trouver l'angle complet qu'on a ici. Fait que c'est pas 30 degrés, là, ça va être un angle qui est plus grand que 30 degrés. C'est vraiment l'angle qui va du vecteur jusqu'à notre tige, donc ce gros angle-là. Comment on peut faire pour le trouver? Ben, il y a au moins deux façons. Je vais vous montrer les deux. Une chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller par angle alterne interne. Encore une fois, là, ici, on a une ligne horizontale. Et on a une deuxième ligne horizontale qu'on s'était tracée là, tout à l'heure pour venir chercher notre 30 degrés. On refait le même processus. Donc, deux lignes horizontales coupées par une séquente. On va avoir un angle alterne interne. Donc, l'angle de 20 degrés ici, il va se retrouver ici également. Okay. Et fait que l'angle total, ben, ça va être 30 degrés plus 20 degrés, ça va être 50 degrés. Ça, c'est une façon de le faire. Ou une autre façon complètement différente, qui marche quand même, okay, c'est de regarder notre schéma. Puis on dit que ici, par exemple, c'est 30 degrés. Donc, si l'angle ici, c'est 30 degrés, nécessairement, l'angle ici, ça va être égal à 60 degrés, parce que l'angle entre le mur puis la ligne horizontale qu'on a là, c'est 90 degrés. Donc, ça, c'est 30, ça, c'est 60. On fait la même chose en bas avec notre poutre. L'angle ici, c'est 20 degrés. Donc, entre la poutre et le mur, on va avoir 70 degrés. Et là, si on regarde ça, ça et ça nous dessine un triangle, qui n'est pas un triangle rectangle, mais c'est pas grave, c'est un triangle quelconque. Et on sait en géométrie que la somme des trois angles intérieurs d'un triangle, c'est égal à 180 degrés. 60 degrés plus 70 degrés, ça fait 130 degrés. Donc, ce qui manque pour faire 180, ben, c'est 50 degrés, là, 180 moins 130. Donc, ça nous dit aussi que cet angle-là, c'est 50 degrés. Donc, en tout cas, il y a plusieurs façons de procéder. Soit vous faites les angles alternes internes, ou vous y allez par les trois angles intérieurs d'un triangle, mais peu importe comment vous allez procéder, vous allez trouver que l'angle ici, c'est 50 degrés, et c'est cet angle-là qu'on a besoin dans notre formule ici, qui est vraiment l'angle entre la ligne là, qui rejoint l'axe de rotation puis le point d'application et notre vecteur force lui-même. Donc,
sin de 50 degrés dans notre équation. Voilà, donc rendu ici, on a écrit nos deux moments de force correctement. Okay. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'appliquer notre formule. On sait que la somme des moments de force doit être égale à 0. Donc, taux P plus taux T égale à 0. On peut les réécrire tout simplement. Donc, ça ici plus ça ici est égal à 0. Notre terme négatif, on peut le ramener à droite de notre côté d'égalité. Donc, on va se retrouver avec LT sin 50 égale L sur 2 fois MG fois sin de 70. Et là, il arrive quelque chose de très intéressant ici, c'est que vous remarquez qu'on a L de chaque côté, dans chacun de nos deux termes. Donc, L peut tout simplement se simplifier. On pourrait diviser des deux côtés de notre égalité par L. Donc, ça revient à dire que les deux termes L vont se simplifier. Donc, peu importe quoi la longueur de la tige, ça va pas vraiment influencer la valeur de la tension. Ça va se simplifier. On tombe seulement avec le T sin 50 égale à 1/2 fois mg fois sin 70. On peut isoler t là-dedans. Donc, t va être égal tout simplement à 1/2 mg fois sin 70 sur sin 50. Sin 70, sin 50, 1/2, c'est on peut calculer ça numériquement, ce qu'on a fait. Et si on fait ça, ça donne 0.613 fois mg. Okay. Ça, la réponse qu'on donne dans le livre pour le numéro A. C'est sûr qu'on aurait pu entrer le G là-dedans. Le G, on sait c'est quoi, c'est 9.8. Donc, on aurait pu donner juste un certain chiffre fois M, mais on a décidé là, de laisser MG. Fait qu'on a décidé de juste calculer 1/2 fois sin 70 sur sin 50. Juste ça, ça donne 0.613 à 3 chiffres significatifs. Ça n'arrivait pas juste, mais à 3 chiffres significatifs, c'est 0.613. Donc, 0.613 fois MG, c'est la réponse qu'on peut donner pour la tension. On ne pourra pas donner un vrai nombre, une vraie valeur numérique en Newton parce que dans le problème, rappelez-vous, on ne connaît pas la masse de la tige. Fait que si on ne connaît pas la masse de la tige, c'est sûr qu'on ne peut pas donner une vraie réponse numérique en Newton, mais on peut donner le mieux qu'on peut. On peut donner un nombre de fois mg, ou on aurait même pu donner un nombre de fois m, mais dans ce cas-là, on peut dire que c'est 0.613 mg. Okay. Et ça, c'est pour la tension, c'est la réponse du numéro A. La question B, si vous vous rappelez bien, c'était de trouver c'est quoi l'angle qui est formé par à quel angle, dans quelle direction est-ce qu'elle pointe la force exercée par la charnière. Okay. Rappelez-vous tout à l'heure, quand on a écrit les deux équations, somme des forces en x égale 0 et somme des forces en y égale à 0, on avait trouvé deux équations. On avait trouvé CH égale à T cos 30 et CV égale à MG moins T sin 30. Maintenant qu'on vient de déterminer notre tension, c'est quoi? On a juste à aller remplacer notre tension dans ces équations-là. Donc, notre CH, là, ça va être T cos 30, donc 0.613 mg fois cos 30. Ça va donner 0.5309 mg là, à 4 chiffres significatifs. Et si on remplace notre T dans cette équation-là, ça va nous permettre de calculer CV aussi. Et si on le calcule, le CV, ça va donner 0.6935 mg, là, toujours à 4 chiffres significatifs. Okay. Donc, encore une fois, on ne connaît pas M. Donc, on ne peut pas trouver là, en Newton que vaut CH, que vaut CV. Mais vous allez voir que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas grave. Okay. Parce que, rendu ici, là, si vous connaissez une expression pour CH et pour CV, rendu là, c'est comme si on connaissait les deux composantes X et Y, ou en tout cas la composante horizontale et verticale de la force exercée par la charnière. Fait que rendu là, on peut juste oublier notre schéma, ça devient juste un petit problème très simple de géométrie. Ça devient juste un problème de vecteur. C'est comme je vous disais, là, vous avez un vecteur dans le plan cartésien, vous connaissez sa composante horizontale, sa composante verticale. C'est un peu comme si on connaissait sa composante X et Y, et on veut trouver l'angle que notre vecteur résultant va former avec l'horizontale. Donc, ce serait l'angle θc qu'on cherche là, sur notre schéma ici. Okay. Comme on voit que la composante verticale est plus grande que la composante horizontale, on sait déjà d'avance, avant même de calculer, que l'angle ici va être un petit peu plus grand que 45 degrés. Là, ça va être nécessairement un angle qui va se trouver entre 45 degrés et 90 degrés. Comment on fait pour trouver l'angle? Bon, on y va tout simplement par tangente, en fait, arc tangente. On veut dire que l'angle θ ici, en fait, la tangente de l'angle θ, ce serait côté opposé sur côté adjacent. Donc, notre angle, ça va être égal à l'arc tangente de CV sur CH. Et CV, c'est 0.6935 mg, CH, c'est 0.5309 mg. Donc, il faut calculer l'arc tangente de ça. Et encore ici, quelque chose de très intéressant qui se produit, c'est que le terme la masse M, en fait, le terme mg, on le connaît pas, parce que M, on la connaît pas. Mais vous voyez que c'est pas grave, parce que même si on connaît pas là, que vaut mg, ben, ça se simplifie. C'est au numérateur et au dénominateur, donc ça se simplifie. Et ça nous donne juste que notre angle, c'est l'arc tangente de
ça sur ça, donc deux chiffres. On peut juste le calculer et ça nous permet donc de trouver que notre angle va être égal à 52,6 degrés et c'est ça la réponse là, du numéro B. Donc on est capable de trouver cet angle-là, même si on ne connaît pas nécessairement les composantes de CH et CV parce que c'est assez annulé. Et c'est tout. Ce sont les deux seules questions qu'on nous demandait de trouver. La question c'était ça, trouver la tension et trouver l'angle formé par la force, l'orientation de la force exercée par la charnière. Donc, je tenais à faire ce problème-là avec vous parce que, bon, premièrement, ça vous permet, c'est un bon problème là, pour récapituler là, comment procéder, là, faire les équations, trouver les moments de force et tout. Mais je trouvais ça intéressant aussi un problème là, qui juste faire réaliser que même si vous aviez des variables qu'on ne connaissait pas, même si on ne connaît pas la masse de la tige, même si on ne connaît pas sa longueur, on a quand même été capable de trouver là, des expressions pour la tension et pour l'angle. Donc, pour la tension, on n'a pas trouvé un nombre exact en newton, parce que pour ça, on aurait besoin de la masse. Mais même si on connaît ni la masse, ni la longueur de la tige, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même réussi à trouver la valeur exacte pour l'angle, 52,6 degrés. Fait que peu importe la longueur de la tige, peu importe la masse de la tige dans ce problème-là, l'angle va être toujours le 52,6 degrés. Donc, ça vous montre quand même que parfois, dans des problèmes en physique, même si vous ne connaissez pas toutes les informations, ben c'est pas grave, faut pas se décourager, faut pas dire ah ben là on connaît pas la masse ni la longueur, on pourra rien calculer. Ben c'est pas vrai. Même s'il y a des choses que vous ne connaissez pas, des variables que vous ne connaissez pas, allez-y quand même, écrivez vos équations, puis vous allez voir que des fois il y a des choses qui se simplifient, puis vous allez peut-être capable malgré tout de trouver des valeurs exactes, même s'il y a plusieurs choses qui vont demeurer inconnues dans votre problème. Voilà, donc c'était la solution de l'exercice 4.2.9, en espérant que ça vous a été utile, que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux là, cette section-là. Donc voilà, bonne journée, à la prochaine!